pierre deux coups à 100. Le Premier ministre a lancé officiellement les activités de la 26e édition de la quinzaine de l'environnement et la 625e édition du festival 5 Aimants. Il s'agit de deux activités importantes visant la préservation de l'environnement et la promotion de notre patrimoine culturel. L'édition 2025 a réuni à 100 plusieurs membres du gouvernement. L'invité d'honneur est le ministre nigérien en charge de l'environnement. Séance plénière, les membres du Conseil national de transition ont adopté ce matin la loi organique des finances et celle relative à la création de la société de raffinerie d'or du Mali, Soroma SA. À celle-là s'ajoutent deux autres lois. Il s'agit des lois sur la gestion du domaine forestier et des pollutions et nuisances. Les autorités renforcent davantage les capacités opérationnelles de nos FAMA sur le terrain. 150 nouveaux véhicules viennent d'être remis aux forces de sécurité par le ministre de la Défense et de la Protection civile. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali décident de renforcer leur coopération en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Les ministres en charge de l'enseignement supérieur des trois pays sont réunis à Bamako pour cet exercice. C'est à la faveur de la première conférence des responsables des institutions d'enseignement supérieur et de la recherche de la Confédération de l'AES. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Je vous le disais à l'instant, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a présidé ce matin à 100 le lancement des activités de la 26e édition de la quinzaine de l'environnement. Le chef du gouvernement a salué le leadership et la vision du gouvernement et la vision du président de la transition qui ont permis de hisser les questions environnementales au rang de priorité nationale. Nos envoyés spéciaux, Mamari Kone et Aliou Touré, font la synthèse des discours du Premier ministre et du ministre en charge de l'environnement. Village de Sibougou, à l'entrée des Sens, c'est jeudi 12 juin 2025, journée de lancement de la quinzaine de l'environnement. Il est 8h50, le Premier ministre est accueilli par les autorités régionales. C'est une forte mobilisation au stade de la localité autour du lancement. Cette célébration est perçue par les autorités comme un symbole de l'engagement collectif à inscrire la protection de l'environnement au cœur de la refondation et du développement durable. Cette année, deux thèmes sont retenus. Mettre fin à la pollution plastique pour la journée mondiale de l'environnement et célébrer et restaurer les terres en exploitant des opportunités pour la journée internationale de la lutte contre la désertification. Des thèmes qui constituent une interpellation de la responsabilité collective de tous au regard de l'ampleur des menaces. La 26e édition de la quinzaine de l'environnement se tient cette année à 100, une région emblématique par sa richesse naturelle et son dynamique communautaire et la vitalité de ses savoir-faire locaux. Tout au long de cette quinzaine, des activités concrètes et porteuses de sens rythmeront la journée. Panel thématique, campagne de sensibilisation, opérations de reboisement, concours citoyens et bien d'autres. Nous nous réjouissons de la forte mobilisation des jeunes, des femmes, des producteurs, des chercheurs, des collectivités territoriales et du secteur privé. C'est une quinzaine d'actions, une quinzaine d'engagements qui appellent à une participation de tous à tous les niveaux. Le Premier ministre a salué le leadership et la vision du président de la transition par un de cette journée qui ont permis de hisser les questions environnementales au rang des priorités nationales en les ancrant dans un cadre institutionnel. À travers la quinzaine de l'environnement, le gouvernement entend renforcer la sensibilisation locale et nationale sur la nécessité d'agir pour un environnement sain et un cadre de vie meilleur pour nos concitoyens avec la participation active de tous les acteurs. Le plan d'action du gouvernement 2025-2026, adopté par le Conseil national de transition le 19 mai 2025, la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable, portée par la vision du Malikro Nyatasera Kabes Ambaflani Bioroni Savama, concrétise notre volonté d'un Mali résilient et durable. Cela passe par des actions concrètes telles que l'agroécologie, le reboisement, la gestion participative des terroirs et la valorisation des produits forestiers non ligneux.
Le général de division Abdoulaye Menga a invité le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable à prendre les dispositions urgentes pour l'application des textes législatifs et réglementaires en vigueur. Car, dira-t-il, il faut faire un sursaut collectif pour la préservation de notre environnement. L'un des défis majeurs auxquels il faudra faire face dans les années à venir est la pollution plastique. Nos villes, villages et hameaux sont envahis par des déchets plastiques qui étouffent les sols, contaminent l'air que nous respirons et mettent en péril la santé publique des populations. C'est pourquoi, sous l'impulsion du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, le gouvernement a engagé une réforme en profondeur du cadre juridique et institutionnel de l'environnement, l'intégration du climat dans toutes les politiques publiques, la mobilisation de financement vert à l'échelle nationale et internationale, et enfin la digitalisation des outils de gouvernance environnementale pour plus de transparence, d'impact et d'efficacité. Après le lancement de la quinzaine de l'environnement, le Premier ministre a planté le premier arbre dans le bosquet de l'AES. Il a été imité par le ministre nigérien de l'Environnement, les membres du gouvernement et les ambassadeurs des pays de l'AES au Mali. La quinzaine de l'environnement, c'est une série d'activités entrant toutes dans le cadre de la préservation de l'environnement et de la promotion de l'assainissement. Elle est organisée par le gouvernement en collaboration avec la société civile, les notabilités, les autorités politiques et administratives avec le soutien des partenaires techniques et financiers. L'édition de cette année a enregistré la présence du ministre nigérien en charge de l'environnement. Le récit de nos envoyés spéciaux Alousseni Touré et Abouakar Traoré. Les activités de la quinzaine de l'environnement ont débuté il y a quelques jours sur l'ensemble du pays. Aujourd'hui, c'est une autre envergure qu'elles prennent avec le lancement symbolique à San et sous la haute présidence du chef de gouvernement en personne. La région de San, l'une des nouvelles régions qui ont vu le jour et qui voudrait se démarquer par le dynamisme de sa population à travers divers domaines, a véritablement réussi le challenge. La mobilisation de ce jour en est la parfaite illustration. Aussi bien les populations que les responsables et partenaires ont répondu présents. Des actions concrètes de reboisement sont prévues avec l'appui de PRTD, de l'ONG Sahel Eco pour un reboisement communautaire, notamment 0,20 hectares derrière la préfecture servant de bosquet AIS, 2 hectares dans le village de Borsoni, 3 hectares au sud-est de Belencheni. Nous aurons besoin de l'accompagnement de l'État et de nos partenaires. On a besoin de l'eau pour l'entretien de ces bosquets villageois. Les partenaires techniques et financiers sont plus que jamais mobilisés, et cela depuis 26 ans, pour soutenir les actions prioritaires de notre pays en matière de lutte contre la dégradation de notre écosystème et de promotion de bonnes pratiques de restauration de l'environnement. Notre rôle ici est fondamental dans la mesure où nous accompagnons l'État du Mali dans la mise en œuvre de ses priorités en matière environnementale, en matière climatique également. Notre rôle est triple. Le premier, c'est un rôle d'appui conseil. Le second enjeu, c'est d'accompagner l'État du Mali à travailler justement à faire en sorte que dans le corpus institutionnel, le corpus normatif du pays, la problématique climatique, la problématique environnementale soit prise en compte. Et enfin, ce que nous faisons, c'est sur le plan opérationnel et programmatique, nous travaillons avec l'État du Mali à mettre en œuvre justement toutes les initiatives techniques, toutes les initiatives programmatiques en matière justement de lutte contre la pollution. Le thème mondial de cette édition, à savoir restaurer la terre, exploiter les opportunités, est plus que d'actualité car ayant mobilisé les populations autour des activités de reboisement et de protection de nos cours d'eau contre la pollution plastique. Le ministre nigérien en charge de l'environnement a mis l'accent sur la nécessité de mobiliser les populations de l'AES autour de ces thématiques fortes. Le Niger capitalise également une expérience aboutie en matière de protection et de restauration de l'environnement. Depuis 1992, les Nations Unies ont décrété le 5 juin et la journée internationale de l'environnement. Et au-delà de ça, vous savez que nous avons pratiquement 3 conventions post-Rio. La Convention sur la désertification, la Convention sur les changements climatiques et la Convention sur la biodiversité. Donc le 5 juin, c'est une matérialisation en quelque sorte qui corrobore, qui est en parfait alignement avec toutes ces 3 conventions-là. Donc les autorités d'alors ont décidé de coupler
Le 3 août qui est la fête nationale de l'indépendance avec une plantation d'arbres. Et communément, on l'appelait la fête nationale de l'arbre. Mais depuis l'année passée, sous les auspices en tout cas des autorités actuelles, au premier rang desquels le général d'armée Abdraman Chani, un décret a été pris pour décréter ce 3 août comme étant la journée nationale de l'arbre, non pas la fête nationale de l'arbre. Les activités ainsi lancées se poursuivent jusqu'au 17 juin prochain. Elles vont mobiliser les entreprises, les membres de la société civile et les citoyens en général pour donner une nouvelle amplitude aux actions environnementales. Nous restons à San, où le Premier ministre, chef du gouvernement, a procédé à la pose de la première pierre du vestibule des légitimités traditionnelles. Bâti sur une superficie d'1 demi-hectare, l'entreprise Tata Construction a un délai d'exécution de 6 mois pour sortir ses joyaux de terre. La maquette présentée au Premier ministre comprend toutes les commodités requises d'un vestibule moderne. 200, le reportage d'Idrissa Koni. Un rêve est devenu une réalité. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, vient de procéder à la pose de la première pierre du vestibule des légitimités traditionnelles et coutumières de San. Ce symbole de la représentation des légitimités traditionnelles va servir de lieu de rencontre, d'échange et de prise de décision. Dans ce vestibule, nous allons prendre des décisions phares qui vont vraiment dans le bon sens, c'est-à-dire dans la construction de notre pays. Dans ces vestibules également, donc, nous allons procéder vraiment à la prévention des conflits et à la résolution des conflits. Donc vraiment, nous, les légitimités traditionnelles, on ne peut que remercier les autorités de la transition. Bâti sur une superficie d'1 demi-hectare avec un délai d'exécution de 6 mois, les travaux sont confiés à l'entreprise Tata Construction. C'est la maison des légitimités traditionnelles qui est composée du vestibule, qui a une forme ronde, la forme de la case, la forme du rassemblement. On a aussi une salle de réunion, on a un espace ouvert, semi-ouvert, qui sert aussi d'espace de communion, de réunion, d'assemblée. On a le bureau pour le chef de village, son secrétariat, un autre bureau annexe. On a la partie du gardien. Ces vestibules, une concrétisation de la vision du président de la transition, consiste à valoriser les gardiens de la tradition. Ces vestibules, nous sommes Dougoutou Gablon, Damnera, à Gabangourfor, la Gra Kulukuru. Mais nous avons une région, la Ségou, Boula, Kouchalaboula. Bobi ala barkala ambe san ni biaka mirina konna mais nala sona mare ka mirina mwe pour que we dugutu ka blon we se ka ke Mali région Fambela vraiment ka kan anga fuli blakase anga jamana nyamo ma mambe munyini dugutu anga la tiku fe we bi al biaka chesri parce que ni ay jamana nyamo miri be tanna we ka fo vraiment afuna au joro ama dugu mo chida. Plus tôt ce matin, à son arrivée à 9h à Santoro et Karantela, le général de division Abdoulaye Maïga est allé présenter ses civilités à la famille fondatrice Traoré de San. Une visite guidée au puits sacré de Karantela a permis aux visiteurs du jour de comprendre toute la sacralité de ces sites mythiques. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, avant de quitter San, a présidé la 625e édition de la pêche collective de San au 5e. L'événement a pris cette année un relief particulier avec la décision du président de la transition de faire de 2025 année de la culture. Pour le chef du gouvernement, le 5e est une occasion de renforcer les valeurs de tolérance, de solidarité, de paix, de résolution de conflits et de cohésion sociale entre les communautés. Le ministre nigérian de l'Environnement est l'invité d'honneur de cette édition. Nous vous proposons d'écouter un extrait du discours du Premier ministre, des propos recueillis par nos envoyés spéciaux Mamari Kone et Ali Outouri. La célébration du Sankémo, ce rite de pêche collective dans la mare Sanké illustre parfaitement les propos du chef de l'État. Je cite, « Il ne peut y avoir de développement harmonieux et durable sans la prise en compte des valeurs culturelles fondatrices de notre société. » Fin de citation. C'est pourquoi le président de la transition, chef de l'État, a décrété l'année 2025, année de la culture dans notre pays, afin de faire de la culture le pilier du Mali nouveau. Le Mali renaîtra de ses cendres lorsque les Maliens retourneront aux sources, c'est-à-dire aux valeurs ancestrales. Conformément à cette vision du chef de l'État, le gouvernement a réservé une place de choix
à la promotion de la culture dans le plan d'action du gouvernement 2025-2026 adopté par le Conseil national de transition le 19 mai 2025. Distingués invités, mesdames et messieurs, le Sankémo est reconnu comme patrimoine culturel immatériel et fait partie de la liste du patrimoine culturel immatériel de sauvegarde urgente de l'UNESCO. Il est un espace d'expression de la diversité des expressions culturelles locales à travers les manifestations artistiques et culturelles ainsi que les pratiques liées à la pêche traditionnelle. Il est en même temps une occasion de renforcement des valeurs de tolérance, de solidarité, de paix, de résolution de conflits et de cohésion sociale entre les différentes communautés qui se reconnaissent en la manifestation depuis la nuit des temps. Il est par excellence le cadre d'échange et de transmission des savoirs et savoir-faire traditionnels de génération en génération. Il contribue fortement à la revitalisation culturelle de nos terroirs conformément à la vision du chef de l'État. À travers des manifestations culturelles, nous comprenons pourquoi les communautés de sang ont préservé cette pratique ancestrale dont nous célébrons aujourd'hui la 625e édition. À suivre le reportage complet dans nos éditions futures. Je l'annonçais également au sommaire, 4 projets de loi ont été adoptés ce matin par les membres du CNT. Il s'agit de la loi organique des finances, de la loi relative à la création de la société de raffinerie d'or du Mali, Soroma SA. Ces 2 projets de loi étaient portés par le ministre de l'économie et des finances. La loi organique des finances vise à harmoniser avec la directive de l'UEMOA qui passe en mode budget-programme. La création de la Soroma SA répond aux besoin du Mali de profiter pleinement de son secteur minier. Mamadou Fani. La loi organique relative à la loi des finances a été adoptée en juillet 2024. Cette loi doit permettre de prendre en compte la directive de l'IMOA concernant certaines insuffisances et des innovations par rapport à la loi du 13 juillet 2023 portant sur la loi des finances. La nouvelle loi organique présentée aujourd'hui aux membres du CNT présente plusieurs avantages qui sont entre autres la stabilité dans le temps et l'opportunité pour le juge constitutionnel de vérifier sa conformité par rapport à la loi fondamentale des finances publiques. Après plusieurs amendements portés par les conseils du CNT, la nouvelle loi organique a été adoptée par 123 voix, 0 pour et 0 abstention. Il y avait la loi 2013-28 modifiée, qui était une loi ordinaire. Donc une loi ordinaire qui gérait toutes les questions relatives à la gestion financière de l'État. Il se trouve qu'on était un peu en risque et en déphasage avec les autres pays. Mais deuxièmement, cette loi pouvait être toujours contrebalancée par d'autres lois qui ont des incidences financières. Et c'est fort de cela que dans la Constitution, il a été inscrit que la loi qui va régulariser et gérer toutes les questions relatives à la gestion des finances publiques soit érigée en loi organique. Nous avons saisi cette occasion pour essayer d'apporter des améliorations à ce projet de texte, et notamment dans le sens que nous avons pris en compte de façon explicite les autorités administratives indépendantes qui n'étaient pas explicitement considérées dans la loi de 2013, et également l'extension des dotations des institutions constitutionnelles, parce que seules certaines institutions comme le CNT étaient considérées comme en dotation. Il y avait d'autres structures constitutionnelles qui étaient gérées en dotation, mais ne figuraient pas très expressément au niveau de la loi 2013. Depuis 2018, où le pays a basculé dans le mode budget et programme, nous avons relevé un certain nombre de faiblesses au niveau de la mise en œuvre de ce projet de loi. Alors, du coup, ça va nous permettre de corriger les 2 incohérences, avoir une loi organique pour notre loi de finances et corriger les différentes faiblesses constatées. La seconde loi soumise par les membres du CNT par le ministre de l'économie et des finances est celle relative à la création de la société des raffineries d'or du Mali, Soroma SA, adoptée en Conseil des ministres le 28 mai dernier. Cette loi s'inscrit dans le cadre de la vision des autorités de la transition qui a pour but d'augmenter la valeur ajoutée du secteur minier au Mali. Le Mali est un pays qui regorge de beaucoup de potentiel en or. Et comme vous le savez, depuis les assises nationales de la refondation, il a été décidé par les Maliens qu'il faut que l'or brille pour les Maliens. Cela a conduit à prendre beaucoup de décisions. D'abord, la relecture du code des mines
l'inscription de la loi sur le contenu local, des réformes du ministère des Mines, des réformes au niveau du ministère de l'économie et des finances et beaucoup d'autres actions qui sont en cours pour nous permettre en tout cas d'avoir un contrôle et d'avoir en tout cas cet or qui brille pour le Mali. C'est dans ce cadre qu'il a été également décidé qu'il faut qu'il y ait une unité d'affinage d'or au Mali. C'est pourquoi l'article 25 du Code minier précise clairement que l'or qui doit être exporté du Mali doit être de l'or raffiné. Cette loi a été adoptée par 125 voix pour, 0 contre et une abstention des membres du CNT présents dans la salle. 2 autres lois qui concernent le secteur de l'environnement ont été examinées par les membres du CNT. Il s'agit de la loi portant modification des principes de gestion des ressources du domaine forestier national et la loi relative aux pollutions et nuisances. Ces 2 lois étaient défendues par le ministre de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration qui représentait son collègue de l'environnement. Les questions d'environnement aujourd'hui sont des questions plus que cruciales qui nous concernent tous. La preuve, comme je le disais tout de suite en salle, c'est la couleur de l'eau de l'Office du Niger aujourd'hui, la destruction de la faune, la destruction de nos forêts et l'empoisonnement même de notre nature par les produits obsolètes et les produits chimiques de tous ordres. Donc le gouvernement, par la ministre chargée de l'environnement, a initié ces 2 projets de loi rectificatifs pour d'abord permettre à nos agents d'avoir les moyens nécessaires, n'est-ce pas, de réprimer, de les sensibiliser et aussi de recadrer toutes ces déviations qui ont participé gravement à la destruction de notre environnement et d'autre part aussi pour permettre vraiment de protéger, n'est-ce pas, les ressources humaines et les ressources naturelles de notre faune, de notre flore, de nos capacités hydriques et aussi même de notre sous-sol. Les anciens textes ne permettaient pas des mesures assez dissuasives, des sanctions rigides et vigoureuses contre les délinquants et puis ne permettent pas également de procéder très facilement à l'interpellation, à des investigations contre les délinquants, ceux qui vraiment détruisent ou polluent notre environnement. Aujourd'hui, à travers ces 2 textes aujourd'hui, nos services spécialisés concernés par les questions forestières environnementales ont un outil aujourd'hui qui leur permet aujourd'hui de traquer correctement les délinquants, les dissuader et aussi les punir. Ça, c'est extrêmement important. À l'issue des débats, ces 2 lois ont été adoptées à l'unanimité des 129 membres du CNT présents dans la salle. Le 12 juin 1990 est la date d'adoption de la déclaration de souveraineté de la Fédération de Russie. La célébration de cette journée coïncide cette année avec les 65 ans des relations diplomatiques entre Moscou et Bamako. L'ambassadeur de Russie a organisé hier soir une réception au cours de laquelle Igor Gromyko a salué la coopération russo-malienne. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, celui en charge des Maliens établis à l'extérieur et plusieurs autres personnalités ont pris part à cette réception. Compte rendu, Mariam Kone, Abou Kone. Le jour de la Russie est célébré le 12 juin de chaque année. Cette date marque l'adoption en 1990 de la déclaration de souveraineté de la République socialiste fédérative soviétique de Russie. L'ambassadeur Igor Gromyko a organisé cette réception au moment où la Russie et le Mali célèbrent les 65 ans de leurs relations diplomatiques. Il est symbolique que les relations russo-maliennes aient maintenant atteint un niveau sans précédent et continuent à se développer. Nos positions sur les principales questions internationales et régionales sont proches ou coïncident. La Russie et le Mali ont tissé une coopération étroite sur des plateformes internationales, y compris les Nations Unies. Nous sommes satisfaits du soutien apporté par nos amis maliens aux résolutions qui initie notre pays au sein des organisations onusiennes. La célébration de cette date importante pour le peuple russe est une occasion pour Maliens et Russes de se retrouver dans une ambiance conviviale.
Les autorités maliennes mettent l'accent aujourd'hui sur le raffermissement des liens de coopération entre nos deux pays et saluent le courage du peuple russe. Le Mali, en toute solidarité, soutient les aspirations légitimes à la souveraineté des États. C'est dans cette perspective que nous avons fait le choix de nous appuyer sur nos propres forces pour construire des partenariats sincères, respectueux et équilibrés. Dans cet esprit, la Russie demeure pour le Mali un partenaire stratégique et un ami fidèle. Aujourd'hui encore, la Russie fait face à de nombreux défis géopolitiques, économiques et sécuritaires. Mais fidèle à son histoire, elle affronte ces épreuves avec fermeté, sens profond de la dignité et la conviction de défendre ses intérêts fondamentaux. En tant que pays ami, le Mali salue la résilience légendaire face aux menaces existentielles qui se multiplient. La coopération militaire entre Bamako et Moscou se renforce davantage, en plus d'autres domaines comme les technologies, l'agro-industrie et la recherche scientifique. Des chansons en russe ont été interprétées par des élèves du groupe scolaire Phoenix sur l'amitié ou encore la patrie. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, a présidé la cérémonie d'ouverture de l'atelier de validation du programme décennal de développement du secteur de la justice. Ce programme intègre les activités pour l'amélioration de la justice au bénéfice de la population malienne. Plus de 400 milliards de francs CFA, c'est le montant total pour la réalisation des activités contenues dans le programme. Youssouf Diakité. Améliorer tous les segments de la justice en faveur de la population malienne. Voilà la mission principale à laquelle s'attelle le ministère de la Justice, des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux. Et c'est ce qui a surtout motivé la mise en route du programme décennal de développement du secteur de la justice. Un programme dont les travaux de validation sont lancés par le ministre de la Justice, représentant le Premier ministre. Le programme en question est financièrement soutenu par le budget national et les partenaires techniques et financiers. L'élaboration d'un programme décennal du développement du secteur de la justice illustre le fort engagement du gouvernement malien à répondre aux aspirations présentes et futures des citoyens pour une justice plus accessible, moderne et respectueuse des droits de toutes et tous. Ce processus constitue une opportunité pour l'ensemble des acteurs du secteur de la justice de contribuer aux politiques de soutien et d'accompagnement des priorités nationales pour les 10 prochaines années au profit d'une justice moderne, accessible et efficace. Le ministre de la Justice rassure que le programme décennal de développement du secteur de la justice apportera des réponses concrètes aux préoccupations et de la justice et des justiciables. Le présent projet de programme décennal de développement de la justice soumis aujourd'hui à l'examen pour validation des acteurs du secteur de la justice ainsi que des forces vives du pays est sans nul doute la résultante des acquis de la loi d'orientation et de programmation pour le secteur de la justice qui a été pendant ces 5 dernières années le cadre unique d'intervention de l'État pour le relèvement du secteur. Cette loi, mise en œuvre de 2020 à 2024, traduisait la volonté politique ferme des autorités de la transition de doter la justice malienne des moyens législatifs adéquats ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires en vue de lui permettre de faire sa mue systémique et fonctionnelle pour l'émergence d'un service public de justice accessible, efficace et résilient au service du peuple et des acteurs du développement économique et social. Le gouvernement du Mali a fait de la justice l'un des piliers visant à refonder l'État sur des valeurs permettant de consolider la souveraineté nationale. Dans le cadre des réformes sur le plan militaire, le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, a entamé à travers le secrétariat permanent du Conseil de sécurité nationale la rédaction de l'histoire militaire du Mali. C'est ainsi qu'un comité de rédaction composé d'éminents chercheurs et d'officiers supérieurs a été mis en place et a effectué plusieurs missions de collecte d'informations au Mali et à l'extérieur. Le comité a travaillé durant les 7 derniers mois et a apporté des réajustements nécessaires à l'orientation du travail. C'est donc la somme de ces activités menées qui a été soumise à l'appréciation du comité de pilotage lors de la présente session tenue ce matin à Koulouba. Les détails de la rencontre avec Aridjou Matina.
À pied d'œuvre depuis plusieurs mois, les membres du comité de rédaction de l'histoire militaire du Mali viennent de se réunir à la faveur du deuxième comité de pilotage du projet de rédaction. Des étapes ont été franchies suite à des missions de collecte d'informations déployées sur le terrain, tant au pays ainsi qu'ailleurs. La présente rencontre vise donc à faire le point de ce qui a pu être fait depuis la dernière réunion tenue en novembre 2024. Il y a un stratège qui disait qu'un pays qui n'étudie pas son histoire militaire se condamne à revivre ses défaites. C'est pour cette raison que nous avons reçu des plus hautes autorités qui voulaient de monter un projet de rédaction de l'histoire militaire qui puisse permettre à nos structures de capitaliser, si vous voulez, les expériences passées pour performer davantage ce qui se fait sur le terrain aujourd'hui. Bien entendu, les enquêtes de terrain, ça ne va pas sans difficulté, compte tenu de la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays. Malgré tout, nos enquêteurs sont allés sur le terrain, partout où c'était possible, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour recouper les informations. Et cette moisson d'informations qu'ils ont pu recueillir aujourd'hui, nous avons l'ambition, évidemment, de faire le point, de mettre le doigt sur les insuffisances constatées par-ci, par-là, et de voir dans quelle mesure nous pouvons prendre des solutions pour dépasser ces contraintes-là, pour que nous puissions avoir un document qui puisse répondre à nos attentes. Outre des militaires, c'est-à-dire des officiers supérieurs, le comité est également composé d'éminents cadres de la société civile, notamment des chercheurs et historiens. Et l'approche est d'exploiter les archives disponibles. La première session s'est tenue ici donc le 14 novembre 2024. Et de cette session à celle que nous tenons aujourd'hui, le travail s'est orienté sur les enquêtes. Vous savez, le travail des historiens, il repose sur les informations qui se rapportent au fonctionnement des armées, à l'art de la guerre, aux stratégies, aux tactiques, aux armes utilisées, aux relations de nos armées dans la longue durée, depuis donc le Ouagadougou, ce qu'on appelle aussi le Ghana, jusqu'à nos jours. L'initiative du chef de l'État à écrire l'histoire militaire de notre pays constitue une source de légitime fierté pour la postérité. Écrire l'histoire militaire du Mali pour que ça puisse nous servir de tremplin pour inventer, par exemple, quelque chose qui puisse améliorer la doctrine et l'emploi de l'outil de défense. Notre souhait, c'était de finir tout le travail pour la fin de l'année. Bon, le calendrier politique, parce qu'on nous avait donné un délai, mais bon, c'est le terrain qui commande. Le calendrier politique n'est pas forcément celui du calendrier des experts, compte tenu de beaucoup de contraintes, mais nous ferons en sorte que même si le délai est légèrement dépassé, bon, que très rapidement, en début de l'année 2026, nous puissions finalement déposer le document. L'histoire militaire du pays en cours d'élaboration est une étape importante dans l'évolution de notre outil de défense, car elle permettra, à travers des informations recueillies et recoupées par les chercheurs, de trouver des choses importantes dans le passé qui puissent servir à améliorer l'appareil militaire. Et au cours d'une mission de ratissage menée ce jour 12 juin 2025, les forces armées maliennes ont neutralisé un individu identifié comme Ataï Ag Boulkey, membre influent de la Katiba Mema affilié au JINIM. Il serait le petit frère de l'ancien chef de la Katiba, Ahmad Ag Boulkey, figure connue dans le milieu Gat de la région. Cette opération a été conduite au niveau du village d'Idjardahanen, situé au sud de l'Éré. Elle s'inscrit dans le cadre des efforts continus des FAMA pour sécuriser la zone et désorganiser les réseaux hostiles actifs dans la zone. L'état-major général des armées rassure la population du ferme engagement des forces armées maliennes à lutter avec énergie contre toute velléité terroriste sur l'ensemble du territoire.
et une cible terroriste qui s'apprêtait à attaquer les populations cibles à 81 km au nord-ouest de la ville de Kidal a été traitée avec efficacité. Les détails avec Abdoulaye Sakou. Dans le cadre des opérations de sécurisation du territoire, les FAMA ont mené des actions de recherche et de neutralisation des groupes armés terroristes avec des résultats probants sur le terrain. Une reconnaissance offensive dans le secteur de l'Éré, région de Tombouctou, a permis de neutraliser 5 terroristes, interpeller 2 et récupérer des armes, des motos, des radios et des chargeurs. Dans le cadre de la surveillance aérienne du territoire, les vecteurs ont procédé à la destruction d'une cible en phase de préparation d'une action terroriste contre des paisibles populations à 81 km au nord-ouest de la ville de Kidal. Les reconnaissances aériennes continuent dans la zone et les FAMA restent plus que jamais vigilantes sur l'ensemble du territoire national. Au centre de formation et de mise en condition opérationnelle de Tombouctou, 3 groupements tactiques interarmes viennent d'achever une formation de 45 jours. Il s'agit d'une formation d'aguerrissement des hommes au métier des armes avant leur déploiement sur le terrain. La cérémonie de sortie était présidée par le commandant de la zone de défense numéro 5 de Tombouctou. Le compte rendu de Idrissa Goulou Sissoko. Ils sont 3 GTA, groupements tactiques interarmes, en formation au centre de formation et de mise en condition opérationnelle de Tombouctou. Il s'agit d'une préparation opérationnelle avant déploiement, communément appelée POAD. Durant 45 jours, ces hommes ont été formés au maniement des armes lourdes et légères, aux tactiques de combat sur le terrain et de mise en forme dans la salle de sport. Tout est mis en œuvre pour que les hommes soient aguerris à la fin de la formation. Cette formation est bénéfique pour nous, car nous pouvons désormais résister face à l'ennemi. Nous sommes désormais aguerris physiquement et moralement. Nous ne maitrisions pas nos armes. Cette formation nous a permis de les maîtriser. Je peux bien réagir avec face à l'ennemi. Nous remercions les autorités militaires. Selon les directives du COMSECTER 3 de l'opération du Global, le centre de formation et de mise en condition opérationnelle de Tombouctou a pour but d'assurer la formation des forces de défense et de sécurité en général du secteur 3 de l'opération du Gouloko et les militaires de la région militaire numéro 5. Cette formation est basée sur 3 volets. Le premier volet consiste à la formation des militaires sur le brevet d'armes numéro 1 et numéro 2, le certificat d'interarmes, les certificats d'aptitude technique numéro 1 et numéro 2 et la formation commune de base. Le deuxième volet est dédié à la formation, à la mise en condition opérationnelle et les préparations opérationnelles avant déploiement des unités du secteur 3 de l'opération de Gouloko. Le troisième volet consiste à la formation et à la mise en condition aussi des instructeurs et des unités médianes qui assurent les missions au-delà des emprises. C'est basé sur l'ISTC, l'instruction sur le tir au combat, les modules avancés sur le sécurisme au combat, les engins explosifs improvisés et les corps à corps et les box afin de donner aux différentes unités l'agressivité face à l'adversité. Aussi, les éléments ont été sensibilisés sur les dangers liés à la consommation de la drogue et des stupéfiants par l'Office central des stupéfiants. Nous sommes là dans le cadre de la sensibilisation pour sensibiliser les éléments POAD, les dangers liés à la consommation de produits stupéfiants. Bon, compte tenu maintenant de la dangerosité de la consommation de ces produits stupéfiants, il est nécessaire d'avoir une approche holistique maintenant en sensibilisant les militaires, les dangers liés à la consommation de ces produits stupéfiants. Parce qu'il y a plusieurs conséquences. Il y a la conséquence judiciaire, la conséquence sanitaire, ensuite la conséquence sociale aussi. La fin de la formation a été marquée par une démonstration de tir en présence du commandant de la zone de défense numéro 5 et des officiers supérieurs de la région de Tombouctou.
Ces éléments sont tout à fait prêts pour être déployés après 45 jours de dur labeur. Pour nous, d'abord, c'est un sentiment de satisfaction et de devoir accompli, puisqu'en tant que commandant du niveau tactique, notre rôle était du moins de leur donner les compétences requises. Déjà, ils sont arrivés avec un certain niveau, mais pour nous, il s'agissait en 45 jours de créer autour de ces unités la cohésion, l'engagement et surtout l'endurance face à l'adversité. Et pour nous, ça a été une formation réussie et nous nous félicitons des résultats déjà obtenus sur le terrain, puisque nous sommes à notre 9e compagnie formée dans ce centre et nous ne pouvons que féliciter les instructeurs qui font de leur mieux pour que la formation puisse être pérenne. Et au niveau du secteur 3, nous allons faire tout ce qu'il faudra pour mettre le centre dans les meilleures conditions pour que les éléments puissent continuer à se faire former dans ce centre et afin de relever les défis qui sont les nôtres. Un exercice de grande envergure qui contribue davantage à la professionnalisation de notre outil de défense. Le blanchiment des capitaux par les organisations terroristes à l'épreuve de la géopolitique. C'est le thème d'un séminaire de formation tenu ce matin ici à Bamako. Séminaire qui marque la fin du premier semestre d'une formation de 28 auditeurs niveau master. La formation en question porte sur la criminalité organisée et le terrorisme. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Tchemoko Konati. Ils sont au total 28 auditeurs, dont 6 femmes venues de 4 pays assez spécialisés dans la lutte contre ce phénomène qu'est le terrorisme. Outre le Mali, le Maroc, le Bénin et le Togo y sont représentés. Ce séminaire aux allures d'une séance d'évaluation intervient après un premier semestre bien rempli au cycle master. Le thème retenu pour ce séminaire, le blanchiment des organisations terroristes à l'épreuve de la géopolitique, nous invite à une réflexion approfondie sur les mécanismes d'adaptation des réseaux criminels et terroristes dans un monde de plus en plus interconnecté, bouleversé, instable et soumis à des influences géopolitiques souvent contradictoires. Le séminaire en question s'articule autour de certaines thématiques qui seront développées au cours de 2 panels. Le premier panel porte sur les facteurs aggravants du terrorisme dans le Sahel. Allusion y est faite à la traite des personnes, au trafic de drogue et d'armes. Quant au deuxième, il traite les organisations terroristes du fondement au financement en passant par l'évolution. Ces différents panels sont précédés d'une leçon inaugurale. Celle-ci porte sur le blanchiment des capitaux par les organisations terroristes à l'épreuve de la géopolitique. Criminalité organisée, terrorisme transfrontalier, cybercriminalité, ces défis évoluent à un rythme qui déjoue les méthodes classiques. Pour y répondre, nous devons conjuguer intelligence, anticipation et coopération. Les réponses apportées sont souvent militaires, souvent économiques, souvent institutionnelles, souvent des questions de gouvernance, souvent des questions de développement. Il est quand même important de signaler que malgré les réponses apportées, nous peinons à trouver une solution définitive à ce fléau du terrorisme. Le premier semestre se referme ainsi, donnant lieu au deuxième, dont l'ouverture ne saurait tarder. C'est là, pour le même objectif, le renforcement des capacités en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Je le disais, 150 nouveaux véhicules de type pick-up monocabine ont été remis ce matin aux forces de sécurité du Mali par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. La cérémonie a regroupé les responsables du commandement des unités bénéficiaires, à savoir la garde nationale, la police nationale et la gendarmerie nationale. Ces matériels roulants vont considérablement renforcer les capacités opérationnelles des hommes sur le terrain, nous dit Batraouri. Le général de brigade Famouké Kamara, chef d'état-major de la garde nationale du Mali, est le premier à recevoir des mains du ministre de la Sécurité et de la Protection civile la clé d'un nouveau véhicule de type Toyota. Il est suivi du directeur général de la police nationale et de celui de la gendarmerie nationale qui reçoivent chacun un trousseau de clés. Par ces gestes, le ministre Daoud Ali Mohamedine met 150 nouveaux véhicules à la disposition des forces de sécurité du Mali. Une manifestation de la volonté des autorités du Mali de renforcer les capacités opérationnelles des hommes sur le terrain. C'est donc en application de cette volonté affichée
et des instructions du chef suprême des armées que je vais procéder à la remise de 150 véhicules à la police, à la gendarmerie nationale et à la garde nationale. Ces moyens roulants ici exposés sont un lot de véhicules tout neufs, de type pick-up monocabine Toyota, entièrement acquis sur financement du budget national. C'est vraiment une réjouissance pour nous, une grande confiance, une grande confirmation de tout ce qui a été dit, parce que ces véhicules que nous recevons aujourd'hui ont sans doute précédé la répartition de plus de 700 engins, dont des véhicules et des motos, à la police, à la garde nationale et à la gendarmerie nationale. Donc recevoir aujourd'hui 150 autres ne fait que nous réconforter et ça va sans doute faciliter pour nous la présence auprès des populations et la mobilité surtout, afin de renforcer le maillage territorial tant souhaité par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et également faciliter le travail avec les autres forces de défense aussi. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a salué la détermination des forces de sécurité pour les résultats sur le terrain avant de demander que bon usage soit fait des véhicules ainsi offerts. M'adressant aux bénéficiaires de ces véhicules, j'attends que bon usage soit fait de cette logistique si chèrement acquise. Il en va autant de l'entretien de chaque matériel pour en obtenir le meilleur rendement possible et une durée de vie conforme aux spécifications techniques. Je ne doute point que l'impact de ces moyens roulants reçus sera déterminant dans l'effort de maillage sécuritaire du territoire national qui est notre ligne de mire. Le ministre a ajouté que les efforts d'équipement des unités vont se poursuivre en vue de permettre aux forces de sécurité de travailler dans de meilleures conditions. Hier à Ségou, aujourd'hui à Nyonon, face aux défis croissants liés à la sécurité, le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité a partagé avec les experts, représentants des forces de défense et de sécurité, membres de la société civile et partenaires techniques, le fonctionnement et l'animation des comités consultatifs de sécurité. De retour de Nyonon, le récit de nos envoyés spéciaux, Jacqueline Dakou et Karamoko Traori. Le processus de réforme du secteur de la sécurité continue de mobiliser les acteurs régionaux et communaux autour d'une vision commune, celle d'une sécurité plus inclusive au service des citoyens. C'est dans ces cadres que se tient à Nyonon une rencontre de plaidoyer, de capitalisation et de dissémination du guide élaboré par le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité. Le comité consultatif de sécurité constitue un des leviers que les plus hautes autorités ont mis en place pour le rapprochement davantage de l'administration des administrés, ainsi que pour la promotion de la sécurité et de la stabilité durable. À ce jour, 54 comités consultatifs de sécurité sont opérationnels et les activités d'une vingtaine seront lancées officiellement courant 2025. Le document de 26 pages a été officiellement remis aux autorités de Nyonon pour aider les acteurs au niveau communal à relever les défis sécuritaires. Les comités consultatifs de sécurité à Nyonon, aussi bien que les cinquantaines créés et opérationnels dans les régions et communes, constituent un maillon important du processus de la réforme. Ce sont des cadres de concertation, de dialogue, de collaboration entre les institutions étatiques du secteur de la sécurité. Je tiens à remercier le commissaire à la réforme du secteur de la sécurité et son partenaire financier qui est le PNUD pour avoir choisi Nyonon pour abriter une telle rencontre. Au-delà des échanges et des recommandations, cet atelier marque une volonté commune des acteurs de la sécurité et leurs partenaires le PNUD à bâtir une sécurité durable au service du citoyen. Le gouverneur entrant de la région de Mopti, le général de brigade Daouda Dambélé, a prêté serment au tribunal de grande instance de Mopti, une audience solennelle de prestation de serment qui a été marquée par la lecture du décret de nomination, les plaidoiries du ministère public sur le rappel du sens et la portée du serment du représentant du barreau et la lecture de la formule du serment par le président du tribunal, renvoyant ainsi le gouverneur dans l'exercice de ses fonctions dans la région de Mopti. C'était en présence des membres du cabinet, les responsables régionaux, les acteurs de la société civile.
En marge des travaux de la 38e session du Conseil des ministres de tutelle de la prévoyance sociale, le ministre de la Santé et du Développement social a été reçu en audience par le haut-commissaire assistant du HCR en la personne de M. Raouf Mazou. Aujourd'hui, M. Mazou a félicité le gouvernement du Mali pour le renforcement de la législation sur l'apatridie et toutes les diligences faites dans le sens du raffermissement des bonnes relations avec le HCR Mali. Il a mis l'accent sur la nécessité de coordonner les actions d'assistance dans l'espace AES. Pour plus de détails, je vous invite à écouter le ministre de la Santé et du Développement social, colonel Assaba Diallo Touri. Nous sommes à Genève pour le Conseil des ministres de la CIPRES. En marge de ça, nous sommes venus rendre une visite de courtoisie à l'UNHCR, qui sont nos partenaires et qui nous aident, pour les remercier pour tout ce qu'ils sont déjà en train de faire sur le terrain et encore pour harmoniser tout ce qu'on est en train de faire, pour voir de vive voix ce qui est en train d'être fait pour les déplacés, parce que de plus en plus le gouvernement du Mali tient au retour de ces déplacés et donc on veut passer de l'humanitaire au développement. Et pour ça, il y a certaines étapes à franchir et ensemble on voit avec eux ce qu'il y a lieu de faire. Donc on ressort reconforté, on a accordé les violons et on sait qu'on fera ce qu'il y a de mieux pour nos populations. Les ministres en charge de l'enseignement supérieur du Niger, du Burkina Faso et du Mali ont présidé ce matin l'ouverture de la conférence des responsables des institutions d'enseignement supérieur et de la recherche de la Confédération de l'AES. Il s'agira au cours de la rencontre qui regroupe ici à Bamako les experts du domaine de poser les bases d'une mutualisation et d'intégration des offres d'enseignement supérieur et les programmes de recherche de l'espace. Le thème retenu pour cette première conférence est la contribution de l'enseignement supérieur et de la recherche au développement stratégique de l'Alliance des États du Sahel. Boubacar Bablin Touré pour plus de précisions. Les experts de l'enseignement supérieur et de la recherche des pays de l'AES dans une dynamique de mutualisation des systèmes et des résultats de recherche au sein de l'espace. Pour la concrétisation de l'initiative, les responsables du domaine sont réunis à Bamako à la faveur de la conférence des institutions d'enseignement supérieur et de recherche de la Confédération de l'AES. Première du genre, la rencontre vise à définir les nouvelles orientations stratégiques sur les mécanismes de mutualisation et d'intégration en lien avec les offres d'enseignement supérieur et les programmes de recherche de l'espace. La contribution de l'enseignement supérieur est indispensable pour la stabilité de nos États, en ce sens que c'est à lui que revient la noble mission de former la conscience nationale et de produire les savoirs permettant de faire preuve de discernement dans toute situation. Pendant 2 jours, les experts vont proposer des pistes de solutions afin de relever les défis auxquels font face les pays de l'AES. Des défis qui se résument au financement de la recherche, l'insuffisance d'enseignants-chercheurs et d'infrastructures, pour ne citer que ceci. D'où le choix du thème « La contribution de l'enseignement supérieur et de la recherche au développement stratégique de l'Alliance des États du Sahel ». En collaborant, nous pouvons partager les ressources humaines, matérielles et financières, renforcer les capacités de nos institutions d'enseignement supérieur par la formation des enseignants, le développement de programmes d'études adaptés et l'amélioration des infrastructures. Favoriser la recherche collaborative en unissant nos forces, établir des réseaux d'échange entre nos institutions qui permettront de favoriser la mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs, et promouvoir l'innovation en créant un écosystème d'innovation qui stimule la créativité et l'entrepreneuriat dans nos pays. Les ministres en charge de l'enseignement supérieur ont chacun, au cours du panel inaugural, fait l'état des lieux du secteur en termes d'acquis, de difficultés et les perspectives.
Une délégation du Burkina Faso conduite par le ministre des Affaires étrangères a pris part hier à Changsha, en Chine, à la réunion des coordinateurs du Forum Chine-Afrique qui se tient conjointement avec la 4e exposition économique Chine-Afrique, un cadre de dialogue entre les pays africains et la Chine sur la collaboration dans divers domaines comme la technologie, l'industrialisation, l'agriculture. Adama Guiti, Mounira Kere Sanfo. Une cinquantaine de pays africains sont représentés à cette conférence de Changsha en Chine, la réunion des coordonnateurs de suivi des recommandations du Forum sur la coopération sino-africaine, un instrument diplomatique fondé sur les principes de consultation sur un pied d'égalité, de transfert de technologies, de renforcement de l'amitié et de la coopération. Du FOCAC, le Burkina nourrit des ambitions de partenariat avec la Chine dans plusieurs secteurs stratégiques. C'est le lieu de faire l'évaluation du contexte mondial actuel et de le mettre en relation avec les perspectives de développement des pays africains. Depuis 2024, nous avons arrêté un certain nombre de chantiers avec la Chine et qui se sont déclinés en actions prioritaires en lien avec les priorités du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et qui portent sur les initiatives présidentielles dans le domaine agricole, dans le domaine humanitaire et dans le domaine du développement industriel. Donc le Burkina est là aujourd'hui pour faire le suivi de la prise en compte de toutes ces questions, tant au niveau national, mais aussi dans le cadre global de la Confédération des États du Sahel. La Chine est donc l'un des partenaires de premier plan de la Confédération AES. Les deux parties partagent des valeurs comme l'égalité, la souveraineté des États et la non-ingérence dans les affaires internes des pays. En ce qui concerne le volet économique, le plan FOCAC 2024-2027 se décline en une dizaine d'actions de partenariat touchant à divers secteurs d'activité, des perspectives que l'AES compte exploiter. Nous voulons sortir des anciens schémas de coopération qui nous ont installés dans la dépendance. Et cela n'est possible qu'avec la Chine que si la Chine elle-même intègre la dimension de renforcer les capacités pour que les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens soient en capacité de maîtriser ces technologies, de maîtriser ces outils, de pouvoir valoriser leurs différents potentiels. Donc nous sommes là pour pouvoir vraiment évaluer ensemble, mais dessiner ces perspectives d'évoluer avec un rapprochement plus important entre la Chine et l'AES, tant sur le plan de la sécurité que sur le plan du développement, mais aussi notre troisième pilier qui est la coordination de notre action diplomatique sur la scène internationale pour que la voix du Sud global soit entendue, que nous allions vers un monde qui soit multipolaire. Les échanges convergent vers la mise en œuvre des recommandations sur le commerce équitable, le transfert de technologies et le renforcement des capacités pour la transformation des contenus locaux. Cette réunion des coordonnateurs de suivi des recommandations du FOCAC se tient conjointement avec la 4e exposition économique et commerciale sino-africaine et ce, jusqu'au 15 juin prochain à Changsha. Le premier vol des pèlerins de la filière gouvernementale est arrivé à Bamako. Ce convoi comprend 310 pèlerins qui ont regagné le Mali à bord d'un vol d'Égypte Air. Ils ont été accueillis à l'aéroport international président Modibo Keïta Bamako-Sénou par le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, accompagné de certains membres de son cabinet. Nous y reviendrons plus en détail dans nos éditions futures avec Batraouri. La BMS SA se rapproche davantage de ses clients. Elle vient d'ouvrir une agence à Souleymane Bougou dans la commune rurale de Moriba Bougou. Notre reporter Inaba a pris part à la cérémonie d'inauguration. L'ouverture de l'agence BMS SA de Souleymane Bougou va permettre à la commune rurale de Moriba Bougou et de ses environnants de sécuriser leurs revenus et promouvoir leur activité. Une première dans cette zone. L'agence qui ouvre ses portes est composée de 3 guichets, un local technique. Au rez-de-chaussée, il y a le bureau du chef d'agence et le responsable chargé de la clientèle.
Elle est aussi dotée de 2 guichets automatiques de billets GAB opérationnels 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7. Ce message s'adresse surtout à l'endroit des ouvriers, des artisans, des entreprises, des ONG. Nous les invitons vraiment à venir au niveau de la banque. Ils auront droit à tous les produits que nous avons. C'est de les faire connaître les produits de la banque, les faire savoir qu'aujourd'hui, nous avons des programmes immobiliers. Nous avons aussi des crédits adaptés à leurs besoins, des crédits de trésorerie, des crédits d'investissement, d'équipement. Créée en 2001, la Banque malienne de solidarité s'inscrit dans le cadre de la stratégie du gouvernement de lutte contre la pauvreté. Elle est le fruit d'une volonté stratégique, celle de contribuer à l'inclusion financière, à la promotion de l'entrepreneuriat et à l'accompagnement des particuliers comme des entreprises dans la réalisation de leurs projets. Nous avons déjà 2 agences à Djelibougou et une 3e agence comme ça à Souleymane-Bougou. Cela va nous faciliter beaucoup plus les opérations. Nous sommes très heureux. En plus de cette ouverture physique, nous mettons aussi l'accent sur la digitalisation à outrance de nos services et process. Donc c'est un peu tout cela qui nous motive régulièrement à faire une revue de là où il y a la clientèle non servie par nos guichets et nous avons des programmes d'implémentation. De sa création à nos jours, la BMS SA compte une 40aine d'agences et bureaux, dont 22 à Bamako, selon les responsables de l'institution financière. À suivre dans nos programmes à partir de 21h30, Malikourata sera 3 avec comme invité le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, Dr Fasson Koulibaly, sur les réalisations au niveau de son département et les perspectives. Et c'est ce qui met un terme à cette édition que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies.